Mais sur le marché francophone, effectivement, il y a eu un avant et un après Mousseline Immobilier. Les gens sous-estiment les voyages c'est incroyable. Sur un voyage immersion, on gagnait aller entre 5 et 6 000 euros. Tu demandes à Allah de te faciliter, tu patientes, tu ne peux que réussir. Non. Selon toi, quelles sont les 3 compétences d'un entrepreneur pour qu'il puisse vraiment atteindre ses objectifs, que ce soit dans la dunya et fil akhira. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Yacine de Mousseline Immobilier. On a fait une vidéo il y a 4 ans déjà. L'idée avec cette vidéo, c'est de retracer son parcours. Salam alaikum Yacine. Alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Alhamdulillah. Et toi? Alhamdulillah. Donc, comme je disais, ça fait déjà presque 4 ans qu'on a fait la première vidéo. Machallah, tu as bien avancé dans tes projets, dans ton projet. Et l'idée, c'est, avec cette vidéo, c'est de retracer un peu ce que tu as pu mettre en place. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, voilà. Je suis Yacine, le directeur et le fondateur de Mousseline Immobilier, donc la première plateforme immobilière respectueuse des règles religieuses. Le concept était déjà simple il y a 4 ans, il l'est encore plus aujourd'hui. On négocie directement auprès des promoteurs des facilités de paiement, sans riba, et donc sans toutes les clauses qui vont avec les clauses de riba, comme les pénalités de retard, etc. À l'époque, quand on avait fait l'interview, on proposait des biens, il me semble, au Maroc, en Turquie et aux Émirats. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays. Donc, on aura l'occasion, je pense, de parler des pays après. Et le principe est super simple, comme je l'ai dit, c'est pas d'intermédiaire, de négocier directement avec le promoteur slash le vendeur, du coup, des facilités de paiement sur plusieurs années. Et donc, le client paye directement auprès du promoteur ses mensualités, pendant la construction évidemment, mais également après la remise des clés. Et donc, il y a une possibilité de jouir de son bien ou de le mettre en location, tout en payant la deuxième partie du plan de paiement. Ok, super. Alors, on va laisser un peu on va voir un peu, reprendre un peu ton parcours et on va avancer un peu sur ce que tu as pu mettre en place. D'où t'es venue l'idée? Parce que quand on a fait la première vidéo, donc on a abordé un peu ce sujet-là. Comment est venue cette idée-là? D'où tu viens? Tu étais en France? Tu étais déjà dans un pays musulman? Tu peux nous parler un peu de tes débuts du projet? Au départ, en fait, quand on fait la vidéo, on est installé, je crois, toi et moi, depuis quasiment 1 an. Et en fait, voilà, moi j'avais fait ma hijra en 2020, fin 2020, début 2021. L'idée, c'était de quitter la France pour des raisons religieuses, me permettre à moi et ma famille de pouvoir mieux pratiquer notre religion. Et puis, c'était le même constat pour tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de pays qui étaient ouverts, donc notamment le Maroc, etc. C'était des pays qui étaient fermés après le Covid. Et donc, on avait décidé avec la famille de s'installer aux Émirats. Je suis venu dans le cadre d'une collaboration avec une société immobilière ici, en tant que business developer à l'époque. Et donc, cette collaboration a duré 1 mois. Et puis après, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont décidé d'arrêter la collaboration. Et puis, j'ai vu du coup un problème qui était intéressant à résoudre sur le marché de l'immobilier aux Émirats, qui était le fameux principe des pénalités de retard et ou des clauses injustes dans les contrats. Et donc, on a décidé de lancer, à l'époque, la première agence respectueuse des règles religieuses. Depuis le temps, il y en a eu pas mal qui se sont créés, alhamdoulilah. On aura l'occasion aussi d'en reparler, de ce nouveau marché, on va dire, de l'immobilier respectueux des règles religieuses. Mais, alhamdoulilah, on a réussi, du coup, à prendre ce créneau-là. Et comment ça a été? Ça a été effectivement, je pense que ça n'a pas été facile d'aller négocier avec des promoteurs des contrats particuliers. Est-ce que ça a été facile ou pas, toi? On a essuyé les plâtres de beaucoup de choses. On faisait partie des premiers, donc forcément, avec tout précurseur d'un marché, il y a des avantages, dans un premier temps, qui est le fait que beaucoup de clients sont venus à nous pour pouvoir se positionner dans des biens avec des facilités de paiement sans riba, ce qui n'était pas présent sur le marché. Les promoteurs au départ étaient très suspicieux. Pourquoi tu me demandes d'enlever les pénalités de retard? Ça veut dire que tes clients, tu sais déjà qu'ils ne vont pas payer, etc. Donc on a dû faire tout un travail d'éducation. Et là encore, ce qui est bien dans une vidéo 4 ans plus tard, c'est de montrer qu'en fait, avec le temps et aussi avec, on va dire, la force de tout un marché, le fait qu'il y ait des gens qui ont aussi embrassé ce chemin-là, eh ben, on a de plus en plus de promoteurs qui ont accepté au fur et à mesure de ces 4 années
à enlever les pénalités de retard et les clauses qui pouvaient être problématiques. Et donc Mhm. maintenant, on est moins vu comme des ovnis, et même parfois, les négociations auprès des promoteurs ne se font même plus par le biais de notre agence, mais c'est des confrères ou des consoeurs qui vont directement négocier parce qu'ils ont des clients qui ont de près ou de loin entendu parler de ces problématiques-là. Et ont Ouais, ça veut décidé dire de les que régler. tu as quand même, on va dire, changé un peu l'approche du marché immobilier ici aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Tu Ouais, en as, tout cas, beaucoup sur le francophone. C'est vrai que ouais. sur d'autres de langues, c'est peut-être moins le cas. Mais sur le marché francophone, effectivement, il y a eu un avant et un après Moussil Immobilier. Beaucoup plus de personnes aujourd'hui sont au fait justement de ces différentes clauses interdites dans les contrats Mhm. qui peut y avoir aux Émirats. Et donc, on est très content d'avoir joué ce rôle-là. Et alhamdoulilah, ça a bénéficié avant tout aux clients et aussi à notre société qui aujourd'hui, comme je le disais, est présente dans 7 pays. Et évidemment que ça part aussi d'un certain succès rencontré ici aux Émirats, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et donc, 4 ans plus tard, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez mis en place, Moussim Immobilier, dans les grandes lignes actuellement, comme tu as pu citer, vous avez développé d'autres pays comme l'Égypte, le Maroc. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées également dans ce genre d'expansion à l'international? Comment ça a été? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tout ça? Bah déjà, en restant un peu sur le côté positif, on va dire, de cette aventure, c'est que ça nous a permis d'aller expandre ce concept dans d'autres pays. On a réussi à être la première société à ramener les plans de paiement après la remise des clés au Maroc. Mhm. Donc il y a déjà 2 ou 3 ans qu'on propose des biens avec des plans de paiement après la remise des clés dans des pays comme le Maroc, comme l'Algérie également. On a lancé un projet à Oran fin d'année dernière qui a rencontré un énorme succès. Et en fait, le gros avantage que l'on a eu, c'est de se servir en fait d'un modèle qui fonctionne et qui a fait ses preuves aux Émirats, en essayant de le dupliquer dans la mesure de ce qui est possible par l'intermédiaire des lois locales, de le redupliquer dans des pays qui sont peut-être encore plus susceptibles d'intéresser les gens, et notamment les francophones, au Maghreb, dans des pays comme l'Égypte où les plans de paiement sont très longs, avec des bons retours sur investissement. L'Arabie Saoudite, on espère aussi, dans un Mhm. certain nombre de semaines, de mois, ça devrait aussi s'ouvrir. Et donc, dans un premier temps, le point positif, c'est que ça nous a permis, en se servant de ce qu'on avait réussi à accomplir aux Émirats, d'aller le dupliquer dans d'autres pays. Après, évidemment, les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est précurseur, c'est que on essuie tous les plâtres. Pour le Maroc, par exemple, c'est nous qui avons dû trouver la bonne formule avec les notaires, avec des avocats, avec les promoteurs, pour essayer justement de faire en sorte que toutes les parties soient protégées. Et donc forcément, c'est compliqué, ça nécessite des fonds. Euh, et donc parmi les problèmes qu'on avait rencontrés à l'époque, on avait des clients qui s'étaient plaints d'avoir dû contribuer par l'intermédiaire de frais d'agence à ce projet-là. Mhm. Et en fait, nous, on expliquait de façon très honnête et sincère que on avait dû faire cela parce que on avait des coûts qui étaient bien plus importants que un quelconque autre projet. On n'était pas juste une agence immobilière. L'impact n'est pas le même. Non, La vision n'est pas la même et donc exactement. c'est compréhensible. Donc nous, en fait, on n'est pas là pour partager notre vision au client final. On Mhm. en a une et on a envie de la mettre en place. On propose des services. Après, le client était libre ou non de passer par une société comme la nôtre. Et alhamdoulilah, on a eu beaucoup de personnes qui sont passées par notre société. Et aujourd'hui, ça permet à un projet comme Mousseline Immobilier, et j'imagine à d'autres projets de la communauté, d'offrir d'autres possibilités. Et sans ça, on n'aurait pas pu, comme je te dis, ouvrir d'autres pays qui étaient peut-être plus importants pour la communauté francophone et plus faciles d'accès, notamment des pays du Maghreb. Ok. On va revenir un peu sur ton parcours avant Mousseline Immobilier, parce que là, on te parle, machallah, ça a l'air tellement simple pour toi. On va creuser un peu plus loin. D'où tu viens, quelle étude tu as fait? Là, l'idée, c'est vraiment de partager un peu la motivation à toutes les personnes qui veulent entreprendre, surtout dans la communauté. Machallah, tu as fait un gros projet qui est Mousseline Immobilier. On parlera effectivement vers la fin, donc la vision que Mousseline Immobilier a. Mais c'est important de savoir d'où tu viens, quelle étude tu as fait et pourquoi en fait aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ta première boîte. Et justement, est-ce que c'est ta première boîte? Oui. Vas-y, dis-en-nous un peu plus, Inch'Allah. Écoute, moi je viens de région parisienne, j'ai fait des études, j'ai un master en International Business Strategy.
j'aurais pas envie de dire que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce que je fais, puisque Mhm. j'ai jamais vraiment été un fervent défenseur de l'école. Les enfants, faut pas m'écouter. Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit ce par quoi je me suis construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais plutôt lier ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai essayé de réaliser par l'éducation que j'ai pu avoir, par le fait qu'on soit des familles d'immigrés et qu'on a un peu ce côté, on a envie de mieux réussir que nos parents et essayer de leur faire vivre une meilleure vie que ce qu'eux ont pu vivre Mhm. quand ils sont arrivés en France, d'avoir un meilleur statut aussi. Parce que c'est vrai que quand moi j'ai commencé à travailler à 18 ans, donc à la direction marketing internationale chez L'Oréal à l'époque, bah en fait, un peu comme je pense tous les immigrés, on est passé par là, ce fameux syndrome de l'imposteur, en se disant qu'est-ce que je fous à Paris, Ouais. premièrement. Tu Quand l'as senti. pas de la part des autres, Ouais. à titre personnel. C'est-à-dire que effectivement, je me sentais pas légitime de beaucoup de choses. Mhm. Et j'ai eu la chance, peut-être contrairement à d'autres personnes, d'avoir une bonne élocution dès le départ. Et donc, ça m'a permis de pouvoir me faufiler un peu dans ces milieux-là. Mais il y a parfois des personnes qui sortent avec des stigmates un peu plus importants que moi de zones, on va dire, de cité ou autres. Et c'est plus difficile pour eux Mhm. de s'intégrer, on va dire, dans des mondes où en fait le paraître est extrêmement important. On est déjà arabe, on a un nom à consonance arabo-musulmane. Et donc, ajouter à ça des éléments de langage qui peuvent peut-être, Ça aide pas trop. c'est pas évident. Et donc, déjà, moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai jamais voulu me dire que mon nom ou ma nationalité C'était un d'origine blocage, pouvait être un forcément. blocage. Je l'ai jamais perçu comme ça. Et donc, ça m'a pas dérangé, on va dire. Et j'ai eu l'opportunité, pour ne pas dire la chance, j'ai eu l'opportunité d'évoluer aussi avec des gens qui étaient extrêmement intelligents. Et l'avantage d'une société comme L'Oréal, en ayant commencé le travail avec cette boîte, c'est que c'est déjà une société qui était cosmopolite. Il y avait Mhm. énormément d'étrangers qui travaillaient dans la boîte. Ils sont ouverts. C'est une société Voilà, qui est qui ouverte. était ouverte à différentes choses qu'on valide ou qu'on valide pas, mais que ce soit les orientations sexuelles, que ce soit les couleurs de peau, les ethnies, etc. Ok. C'était pas un problème dans cette boîte-là. Ils le voyaient même limite comme étant une force parce que ça permettait du coup de pouvoir s'adresser à différents marchés. Mhm. C'est beaucoup plus facile d'avoir un Chinois dans son équipe pour Pour pouvoir aller. s'adresser au marché chinois que d'essayer d'imaginer comment les Chinois fonctionnent. Et donc, on va dire qu'avec ce moyen-là, ils ont créé la boîte qu'on connaît. Et là, à cette époque-là, donc tu avais une certaine une vision, on va dire, tu travaillais à L'Oréal, tu avais ton bac plus 5, je crois que c'est un bac plus 5, c'est ça? Ouais, à l'époque, donc je préparais mes diplômes en alternance. Donc Mhm. ça, c'était dans le cadre de mes études que j'ai travaillé chez L'Oréal. Et effectivement, bah, je vais devancer ta question. J'ai déjà vu, en fait, dans le cadre de mon alternance, les prémices de pourquoi, en fait, je ne pourrais pas être salarié. C'est-à-dire- Pourtant, tu avais une vision, enfin, il y avait de la place pour toi ou des Ouais. opportunités. Et on m'en a donné, et Mhm. ouais, je ne l'ai pas raconté souvent celle-là, mais en gros, on m'a proposé un job à la fin de mon BTS, je crois, en alternance. Je crois que c'est mon BTS. La directrice générale me fait venir dans son bureau et elle m'explique que, voilà, que je suis exceptionnel. C'est ses mots, hein, c'est pas les miens. Que je suis exceptionnel, qu'elle a envie de me garder, que L'Oréal ne recrute pas à mon poste, mais qu'elle a envie de se battre auprès de la direction pour me recruter, etc. Et à ce moment-là, bon, aussi flatteur cela puisse-t-il être, j'ai pas du tout sursis. Et pourtant, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, quand on vient d'une famille d'immigrés où c'est très difficile, on va dire, d'imaginer gagner certaines sommes, Mhm. et à l'époque, je crois qu'on me proposait quelque chose comme 2800 euros, donc qui était, je Tu avais quel crois, âge à cette époque-là? 20 ans. 20 ans? Ouais, c'est... 2800 euros chez L'Oréal avec un certain nombre d'avantages liés au fait que tu es dans une Mhm. grosse société. Tu gagnes 2 fois plus que ta mère à ce moment-là. Faut avoir, on va dire, Le courage de dire non à le cette, le courage de dire non. Et en plus, le courage aussi de tenir sur le fait que quand tu vas en parler avec ta famille, Mhm. en fait, ta famille va te pousser à ça. Mais là, à cette époque-là, tu avais déjà des projets en parallèle. Tu as vu en fait que c'était pas fait pour toi. Et donc, du coup, tu n'as pas insisté dans ce sens-là. Donc, du coup, tu t'es dit, bon, c'est pas fait pour moi, je vais aller voir ailleurs. Et tu n'avais pas de projet en parallèle business à cette époque-là. À ce moment-là, je continue dans mes études. Là, on a dit que Ok. j'étais en BTS. Ouais. Donc, en gros, après, j'ai fait une licence. Donc, à ce moment-là, je dis non à cette opportunité-là, avec tout ce que cela peut engendrer.
on peut te le rappeler que tu as dit non à une opportunité, et particulièrement après la 3e année d'études, où je décide de partir en Australie pour essayer de découvrir d'autres façons de voir le travail, etc. Et là encore, ça a été un voyage qui a été extrêmement formateur. Comme toutes les personnes qui ont voyagé dans le monde anglo-saxon, ça a été une redéfinition de qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant que musulman. C'est-à-dire que moi... Là, tu découvres d'autres d'autres approches, en fait, sur... C'est vrai que les voyages, les gens sous-estiment les voyages. Les voyages, c'est incroyable. Tu reviens en France et tu te poses des questions sur pas mal de Exactement. sujets. Ouais. En fait, de base, pour quelqu'un qui ne voyage pas, son seul prisme, c'est comment on fait pour prier au travail, c'est pas possible. Ouais. Quand tu arrives à l'étranger et que tu dis est-ce que vous pensez que je peux aller prier, c'est qu'est-ce que tu es en train de me demander, pourquoi tu me demandes. La pièce, elle est là-bas, elle a déjà été prévue pour ça, tu peux y aller, va prier, mais en gros, j'ai pas compris le sujet. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, en fait, c'est la première version qui est pas bonne. Parce que le fait d'être dans une logique où tu te demandes est-ce que j'ai le droit de prier, bah, c'est là où en fait il n'y a pas de... C'est pas normal. Surtout que pour la plupart des prières, même si ça justifie rien, mais pour la plupart des prières de journée, on ne fait même pas de bruit en plus. Il n'y a même pas de son qui sort de la bouche. Non, mais après c'est vrai que c'est assez spécial la France. Étant né en France, c'est vrai qu'on a grandi avec une vision de la pratique de la religion qui est complètement différente de certains pays qui sont à côté, comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou même l'Espagne. Très bien. Et du coup, comment tu t'es lancé? C'est quoi ta première activité entrepreneuriale? On va essayer d'avancer un peu sur ce qu'on aime, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Comment tu as eu... voilà. Bah là, en gros, donc je suis à ma licence. Je rentre du Mexique. Donc j'ai une opportunité pour travailler au sein de Beansport. Et en fait, ça a été ça le déclic. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc quand je travaille 3 ans chez L'Oréal, moi je me dis, une des choses peut-être qui fait que j'aime pas forcément ce que je fais, moi je kiffais le taf en lui-même, mais je me disais peut-être que ce qui va donner le déclic, c'est d'aller dans un truc qui me parle plus. À l'époque, un peu comme beaucoup de personnes de mon âge, ce qui me parle le plus, c'est le foot. Et donc je me dis, si j'arrive à rentrer dans une boîte comme Beansport ou des boîtes qui sont dans ce secteur-là, bah, ça y est, là c'est bon, j'y suis. Et en fait, milieu d'année de Beansport, je me dis, mais... C'était un travail? C'était quoi? C'était un job. Je travaillais, c'était mon alternance de mon Master 1, de mon M1. Et donc j'étais au service communication de Beansport France. Et en l'occurrence, à ce moment-là, je me dis que non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, tant sur la question de la hiérarchie, qui était déjà un vrai problème pour moi sur les 3 premières années. J'avais eu beaucoup de... Mais là, tu avais des idées. Parce qu'en fait, généralement, tu as beaucoup de salariés qui disent « Ok, c'est pas fait pour moi parce que j'ai cette option-là ou cette option-là. » Non, j'ai pas d'idée. À l'époque, en plus, c'était pas trop mis en avant l'entrepreneuriat. Maintenant, voilà, tu as un job, tu vois, tu ouvres YouTube et tu vois tous les réseaux, tu vois qu'il y a plein de gens qui sont... C'était pas la mode avant, tu vois. Mais donc, tu savais que c'était pas fait pour toi, mais tu n'avais aucun plan à côté. Moi, en fait, la seule vraie réponse que j'avais, c'est « ça, c'est pas possible ». Et donc, genre, option, on n'a pas... Option salarié, c'est pas possible. Okay. Et donc, si cette option-là n'est pas possible, bah, la seule autre possibilité, c'est d'être à son compte. Il n'y en a pas, il y en a pas 1 million. Et donc, à la fin de cette année-là, donc de Beansport, où je me dis, elle a été longue cette année. Et paradoxalement, beaucoup plus longue que limite mes 3 autres années de L'Oréal, où elles ont été très challengeantes. J'ai énormément appris avec L'Oréal. C'était un job qui m'a énormément fait kiffer. J'ai eu aussi des gens extrêmement brillants avec qui j'ai collaboré, qui m'ont fait ouvrir un certain nombre de perspectives et de visions, on va dire, sur beaucoup de sujets. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, faut que je trouve quelque chose. Et à ce moment-là, donc on est à la fin du M1, je décide de lancer avec un collègue à l'époque, je décide de lancer donc, ma première société qui est Go Hijra, en partant d'un principe qui est qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent faire la Hijra et pour lesquelles c'est compliqué de trouver les bonnes informations et de la préparer au mieux. Donc là, on peut là encore dire qu'on a été précurseur, parce qu'on parle de 2018, je crois que c'est le moment où tu pars en Tunisie, mais à ce moment-là, je crois que On ne se connaissait pas déjà. Ouais, mais je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que bon, la hijra, c'était pas un sujet aussi présent, on va dire, dans la société. Du tout. Tu étais un peu comme un ovni concrètement, tu vois. En gros, qu'est-ce que tu te plains et qu'est-ce que tu penses que tu vas trouver ailleurs? Bah, peut-être pas ce que vous pensez qu'il y a en France, mais d'autres choses qui me conviennent tout aussi bien. Et le truc, c'est qu'à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient pas ce choix de société. Et moi, j'étais très certain
du fait qu'il y avait une demande. Et donc, avec le collègue, on a passé quelque chose comme ouais, un an ouais, à peu près à mettre le projet en place. 6 mois, ouais. Et c'était quoi le concept? Gojira, très simple, agence d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent immigrer en terre musulmane. Donc il y avait 2 concepts dans la société. Le premier, c'était un accompagnement théorique, c'est-à-dire que les gens nous envoyaient l'état de leur compte, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, leur CV, etc., etc. Et ensuite, avec le pays qu'ils visaient, on leur faisait un prévisionnel. Donc le loyer, ce sera tant, les écoles, ce sera tant, etc., etc. Ok. Et entre guillemets, à la fin, un peu comme à l'école, à la fin du trimestre, on donnait un avis. Est-ce qu'on estime que c'est une bonne chose pour toi de partir à cet endroit-là, à ce moment-là, ou est-ce qu'on estime que c'est préférable pour toi d'attendre? Et si on te demande d'attendre, qu'est-ce qu'on te suggère entre-temps? C'est-à-dire peut-être les enfants, ils étaient dans un cursus français, lui, il veut partir, prenons les Émirats comme exemple, c'est peut-être plus difficile de trouver des écoles françaises que d'autres nationalités. Donc commence peut-être déjà à faire prendre des cours d'anglais à tes enfants, etc., etc. C'était plutôt du conseil que... Le conseil, exactement. Et ensuite, on avait un voyage, donc là encore, on était les premiers à l'avoir sorti, un concept pardon, de voyage organisé sur le même principe que la Umrah. On partait avec des groupes depuis Paris. Mais là, c'était... T'as fait les Émirats? On a fait les Émirats, ouais. ouais. Fait les Émirats. Et on est venu, donc on venait ici, on faisait passer des entretiens d'embauche, on faisait visiter des appartements, on faisait visiter des écoles, on faisait visiter des lieux d'intérêt des Émirats, et l'après-midi, ils étaient en quartier libre. Et en gros, en une semaine, on faisait venir aussi des intervenants pour comment faire le visa, comment créer ta société, Ouais, en gros, c'était quelque etc. chose de vraiment très complet. Très complet pour se dire qu'en fait, en une semaine, les gens avaient tout ce qu'il leur fallait pour pouvoir immigrer. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'est un concept qui cartonnerait. Je l'ai déjà repartagé, on va dire, à d'autres personnes qui veulent le faire en Arabie, par exemple. Et ou c'est autre. quoi? Et donc, du coup, à l'époque, c'était rentable ou c'était pas assez, il n'y avait pas assez de demandes? Non, par c'était rapport à rentable. maintenant? C'était rentable sur un voyage immersion. On gagnait aller entre 5 et 6 000 euros. Ok, mais non, mais c'est-à-dire qu'en en termes de volume, de vélocité de participants, c'était un truc qui était. Pourquoi du coup t'as arrêté si c'était quelque chose Parce que qui du était, coup, je suis parti sur un autre projet. En fait, le principal problème que j'ai, c'est que j'aime beaucoup créer des choses qui n'existent pas, développé? développer, créer, etc. Et en fait, quand le concept fait ses preuves et Ok. qu'on a La gestion, c'est pas trop pour toi. ça m'intéresse pas. Ouais, ça définit C'est- parfaitement l'entrepreneur. C'est ça. C'est pas mon from truc. scratch. Et donc, en l'occurrence, à ce moment-là, quand je vois que le concept fait ses preuves, et aussi on arrive au moment du Covid, c'est un point important, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a arrêté les voyages immersion, on ne pouvait plus voyager tout court. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu lancer une autre boîte qui s'appelait Oligo, qui s'appelle toujours Oligo d'ailleurs, qui était la première société qui permettait de pouvoir organiser ta Umrah toi-même. Donc là encore, très précurseur, puisque à l'époque, c'est pas du tout dans les mœurs. C'était encore avec. Quand tu as commencé, c'était encore avec les agences, c'est ça? Non, visa touriste. Ok, non, c'est-à-dire que c'était juste après que on va dire, tu Que pouvais aller tout seul. Que Mohamed Ben Salman, effectivement, a sorti le... Donc tu as vu l'opportunité. Exactement. Pour moi, je savais, et notamment dans une ère où beaucoup de gens allaient soit s'expatrier ou autre, tu vas pas rentrer en France pour partir avec une agence et vouloir aller à Mecca. Et puis, ce que j'avais pas imaginé, mais qui s'est avéré être un incroyable booster, c'est le fait qu'il y ait énormément de gens pendant le Covid qui se sont dit « Ah, je suis pas allé à la Mecque en fait ». Et donc là, je viens de me rendre compte pendant 6 mois ou 8 mois que, en fait, j'aurais pu ne jamais y aller si Allah Azza wa Jalla ne m'avait pas donné cette opportunité-là. Pendant cette période de Covid, je où peux c'était plus y fermé, je peux plus y aller. Ouais, et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, Inch'Allah, dès que ça réouvre, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé de régler, entre guillemets, cette dette ou ce problème en me disant que j'ai envie d'aller dans un endroit qui ne me parlait pas de base. Je ne me suis jamais projeté à l'idée d'y aller. Mais là, le fait de l'avoir vu vide, le fait de me dire que... Après, c'est vrai que c'était aussi, c'est lié plus ou moins, c'est que ça a été aussi un rappel de la mort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts à cette époque-là, et du coup, ça peut Bah moi, à titre personnel, par exemple, moi, je perds un parent à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a plein d'autres personnes qui ont perdu des gens de leur famille, et donc qui se sont dit, en fait, c'est ça la vie, en fait, à la fin. Parce que là, le monde s'était arrêté, et donc tout le monde a regardé, entre guillemets, s'est fait un peu une introspection. Il y a eu le temps de le faire, avec tous les couvre-feux et tous les trucs où tu ne pouvais pas sortir. Là, il y avait le temps de regarder le miroir et de se dire, en fait, c'est quoi ma vie? Où est-ce que j'en suis maintenant? Est-ce que je suis suffisamment proche d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer dans ma pratique religieuse?
Et c'est une des raisons, je pense, aussi, pour lesquelles, après l'ouverture des frontières, énormément de gens sont partis de France. Parce qu'ils se sont dit, en fait, je ne peux plus vivre dans cet environnement. C'est vrai plus qu'il y a eu, possible. il y a eu une vague, après le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui ils se sont reposé la question, se sont posé la question sur est-ce que le salariat c'est vraiment une sécurité, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire tout au long de ma vie. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Moi je me rappelle, c'était une époque où voilà, je vendais des accompagnements, du coup les accompagnements ont explosé parce que ils se sont rendus compte que voilà, le CDI, c'est pas forcément la meilleure sécurité et qu'il y avait d'autres façons de vivre, de vivre sa vie, tout simplement. Il y avait également beaucoup de gens qui se sont rapprochés de la religion à cette époque-là, à cette période-là. On rappelle de la mort, le fait aussi de pouvoir pratiquer de la maison. Je me rappelle même, bon, c'était moins cool, mais voilà, il y avait les prières étaient à la maison, donc voilà, il y avait tout cet aspect-là. Et c'est vrai il y a un avant Covid et un après Covid. Ah. Je pense que l'après Covid, il y a eu quand même beaucoup de côtés positifs et aussi, notamment la hijra. Beaucoup de gens se sont posé la question sur la qualité de vie et le fait de vivre dans ces pays musulmans qui est, que ce soit le Maghreb ou les Émirats arabes unis. Donc ouais, l'après-Covid, ça a été, je me rappelle, ça a été vraiment très positif, en tout cas pour moi. Moi, je l'ai vraiment bien vu comment ça s'est évolué. Du coup, la suite. Donc là, tu lances donc Oligo, donc tu as lancé donc GoHijra, c'est ça? GoHijra, Oligo. Donc Gohijra que je revends. Tu revends, ok. Que je revends. Donc c'est la première boîte que j'ai créée et revendue. Donc c'était là aussi un énorme, une énorme révélation pour moi de me dire que en fait tu peux en partant de rien, c'est-à-dire parce que Gohijra techniquement c'était une boîte de service. On n'avait pas mis énormément d'investissement avec mon collègue, donc il n'y avait pas enfin c'était pas quelque chose pour moi qui pouvait intéresser d'autres gens. Et en fait, avec ce qu'on avait réussi à monter, tous les clients qui étaient intéressés pour les prochains voyages d'immersion, etc., on avait réussi à revendre cette société. Et puis ensuite, on a lancé Oligo, effectivement. On a développé pendant 2 ans une application et un site internet, pareil, qu'on a revendu parce que, du coup, troisième gros projet, Mousseline Immobilier. Donc là, ça arrive entre guillemets entre Oligo et Mousseline Immobilier. On est dans une transition. Donc quand je viens m'installer ici, et en fait, quand je viens m'installer ici, je suis full Oligo, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a une opportunité ici Dans l'immobilier. dans l'immobilier. Donc ça fait 3 projets qui visent à servir la communauté. Toujours. Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, et j'ai parlé même de ça avec des étudiants en sciences et tout, où j'essaye de l'expliquer en disant que travailler pour la communauté, c'est extrêmement dur. Ça nécessite énormément de patience, ça nécessite beaucoup de professionnalisme dont on manque cruellement dans la communauté. Et j'estime, à tort ou à raison, que je suis capable, personnellement, de pouvoir apporter ces choses-là. Et malheureusement, je me dis aussi que, c'est peut-être un tort, hein, mais je me dis que en voyant tout ce par quoi je suis passé, il n'y a pas énormément de gens en fait, qui peuvent faire ce que je fais, tu vois. Pas d'un point de vue intellectuel, pas forcément d'un point de vue... Pour quelle raison? C'est éreintant. Ok. C'est éreintant dans plein d'aspects. C'est éreintant mentalement, c'est éreintant physiquement et particulièrement dans des ambitions comme on peut les avoir, c'est-à-dire d'ouvrir plein de pays, de leur permettre d'avoir, de profiter de plein d'opportunités dans plein d'endroits différents du monde. Et malheureusement, et ça je l'accepte, ça fait partie du jeu, je ne suis plus là pour m'en plaindre, malheureusement, on est beaucoup moins miséricordieux, on va dire, avec nos frères qu'on peut l'être avec des personnes qui ne font pas partie de la communauté. Et donc je sais que si des profils comme le mien sont amenés à craquer ou à arrêter le développement de projets au sein de la communauté, fort probablement que ça voudra dire qu'il y a peu de gens qui pourraient être capables de continuer sur cette voie-là. Et si c'est le cas, malheureusement, il y a plein de sujets de la communauté, plein de problématiques de la communauté qui ne seront pas répondues. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'estime que c'est mon rôle en tant que personne qui est un minimum fort mentalement, un minimum capable d'accepter les coups bas, les trahisons, Mais est-ce que c'est particulièrement à la communauté ou c'est plutôt globalement à l'entrepreneuriat de manière globale?
Est-ce que tu penses que quelqu'un qui va créer une activité ou qui va vendre, que ce soit communautaire ou pas, est-ce que Bah, tu penses qu'il peut rencontrer les mêmes soucis que tu as pu rencontrer? je vais te donner un exemple. Je rentre d'Arabie Saoudite, là. Donc j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de pouvoir faire le Hajj cette année. Je parle avec des personnes qui sont dans l'organisation du Hajj. Ils me disent clairement, c'est la même activité, que les personnes qui viennent de pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, même la Belgique et d'autres nationalités Mhm. ont un comportement qui n'a rien à voir avec le comportement des Français. Donc là, on parle bien de la communauté musulmane française, c'est ça? On parle bien Ok, de la ok. communauté musulmane française. Moi, quand Ok. je parle de la communauté, je parle de la communauté Ok. à laquelle j'adresse mon offre, Ok. qui est la communauté musulmane française. Et donc, dans une même activité, on se rend compte que quand tu parles, et moi je le vois, j'ai la possibilité de m'adresser au marché anglophone par l'intermédiaire d'une autre société, on n'a pas les mêmes problématiques. Mm. Je ne rencontre pas les mêmes soucis. On peut avoir des différends, mais ce n'est pas des différends qui sont du même ordre que les futilités, je vais mettre des guillemets, que je peux avoir avec la communauté musulmane francophone. Après, il faut savoir que la communauté musulmane française est l'une des communautés les plus consommatrices au monde. Ça veut dire que pour avoir des activités qui visent la communauté, pas que forcément mon activité d'accompagnement, euh, on a un marché en français qui est très spécial. Je pense que tu as pu le tester, toi, en Angleterre ou d'autres pays. Il n'y a pas cette même, on va dire... Ce même engouement. Exactement. Mhm. Et donc, je pense qu'au prorata, il faudrait voir, en fait, concrètement, entre les opportunités business qu'il peut y avoir dans la communauté musulmane, on peut le voir dans le fast-food, dans la nourriture, il y en a énormément, tu vois, et par rapport à d'autres pays, le ratio, on va dire, que de la communauté, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, tu vois. Je pense qu'on ne peut pas avoir un gros marché intéressant businessment parlant et en même temps savoir c'est les problèmes qui vont avec. Je pense qu'il faut voir les deux en fait. Faut voir les deux. Je pense que ça va avec, tu vois. Je pense que ça va avec. Moi, j'accepte le revers de la médaille. C'est vraiment pas trop le sujet. Le sujet, c'est que ça pourrait être... Parce que moi, j'ai parlé avec un certain nombre de frères et de sœurs extrêmement intéressantes avec des parcours riches qui, justement, ont eux-mêmes à leur niveau une vocation, une volonté de pouvoir faire évoluer les choses. Mais malheureusement, ce que nous, on a pu voir, hein, encore une fois, ça reste notre expérience. Donc, on n'est pas en train de faire un constat général de la communauté musulmane française. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai problème de... Et qu'est-ce qui manque du coup? À mon avis, c'est le même, mais que ce soit pour la communauté musulmane française ou pour d'autres. C'est qu'on est trop loin d'Allah Azza wa Jal. Il y a plein de choses que j'ai vécues dans ce projet qui sont impossible à voir si la personne elle a une relation avec son Seigneur qui est un minimum attaché, tu vois. C'est impossible. J'ai vu des choses, c'est pas le moment c'est pas le lieu pour en parler, mais j'ai vu des choses qui moi me paraissent, je pense honnêtement, j'ai jamais vécu ça par exemple avec des mécréants. Pourtant j'ai eu des relations professionnelles avec des mécréants, j'ai jamais vécu ça. Donc j'entends que et ça, je ne vais pas faire l'erreur parce que j'ai parlé de ça avec un frère de science qui me disait que il ne faut pas élever un non-musulman au-dessus d'un musulman sous prétexte qu'il a des qualités humaines qui sont meilleures que le musulman. Parce qu'il dit, ça en fait, ça reviendrait à mettre au centre de la façon dont on juge d'autres compétences ou d'autres aspects. Que la relation que la personne aurait vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc un musulman, par définition, est forcément mieux qu'un non-musulman. Et ça, c'est pas moi qui vais venir dire le contraire. En revanche, évidemment, quand on a fait ce constat-là, il faut aussi qu'on se dise que ça doit venir avec des choses qui transpirent en fait de la personne. Il faut que moi, je puisse être capable, en dehors du fait que je vois une trace sur le front ou que le frère me dise c'est l'heure de la prière, il faut que je vois dans son comportement, ou dans notre comportement, la différence entre un non-musulman et un musulman. Tu vois. Et aujourd'hui, moi, c'est pas le sentiment que j'ai sur un certain nombre de choses que j'ai pu expérimenter. Encore une fois, comme tu l'as très justement dit, il y a eu du plus, il y a eu du moins.
Et on va essayer de retenir plutôt le plus parce que ça Après, nous c'est aura vrai que permis. ça fait toujours plus de bruit. Enfin, voilà, il y a plus d'impact, quelque chose qui est positif, négatif, pardon, dans une affaire que forcément tout ce qu'il y a de positif que tu peux avoir. Comme Machallah, l'adage dit, un arbre qui tombe fait fait plus beaucoup de plus de bruit. bruit que 1000 arbres qui poussent. Exactement. Après, machallah, tu as pu quand même accompagner pas mal de familles qui ont pu faire la hijra, qui ont pu investir dans différents pays, machallah, que ce soit les Émirats, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie qui est en train de se faire. Euh, Quel conseil tu donnerais, enfin, selon toi, on va finir les conseils vers la fin, Inch'Allah, selon toi, quelles sont les 3 compétences euh, d'un entrepreneur pour qu'il puisse vraiment atteindre ses objectifs, que ce soit dans la dunya et fil akhira. Éthique, Mhm. rigueur, professionnalisme. L'éthique parce que, comme je l'ai dit juste avant, il faut qu'on puisse être capable de se différencier de ce que les autres font en tant que musulmans. Et donc ça passe par de l'éthique, ça passe par le fait de ne pas survendre un projet parce que en fait on a des intérêts de commission ou d'accord avec X ou Y promoteur et que c'est simplement dans notre intérêt à nous de faire la vente. Et nous, on l'a vu hein, avec nos équipes, et je pense que toutes les personnes qui ont discuté avec des agents de Muslim Immobilier l'ont remarqué, on n'est pas du tout une équipe qui a vocation à pousser le client à acheter. C'est-à-dire que nous, on vient, on te présente le projet, on te dit est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il peut y avoir parfois une relance par-ci, par-là. Ce qui est Mais normal, c'est voilà, du commercial, quoi. ça reste du commercial. Mais en dehors de ça, on n'a jamais utilisé des techniques de commerce qui sont très connues, le fait de dépêcher le client, vite, 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 c'est maintenant, ou sinon tu n'auras jamais rien, etc. On n'a jamais fait ça pour la simple et bonne raison qu'on estime que si ça doit se faire, ça se fait, on t'a tout présenté, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. En fait, voilà, en fait, c'est vraiment important de comprendre que quand tu es dans l'entrepreneuriat, si tu proposes la meilleure solution, tu proposes une solution. C'est pas à la limite, voilà, c'est OK, on a une solution pour toi, tu es OK ou tu n'es pas OK. Ouais, voilà. Après, bien sûr, il y a un aspect commercial, il y a les avantages, etc. etc. Mais ouais. Est-ce que dans ta vie, ou peut-être maintenant, tu as Mais quelqu'un. je finis juste peut-être avec les 2 autres points. Oui, Donc excuse-moi, j'ai dit, coupé. non, t'inquiète. J'ai dit éthique. Donc pour moi c'est la base en fait, ça doit partir de ça. Ouais. La rigueur. Et ça c'est je pense le deuxième point le plus important. Important et difficile. Exactement. Et j'avais déjà fait je crois le parallèle dans un autre podcast ou dans un autre contenu en disant que subhanallah Allah Azza wa Jal nous parle de la rigueur et de l'endurance aussi pour les croyants. C'est-à-dire qu'en fait on voit bien qu'il y a un lien entre le succès religieux Mhm. et le succès dunyawi. Quelqu'un qui est capable quotidiennement de bien manger, de bien dormir, de pratiquer une activité physique régulière, il est peu probable, en dehors de maladies qu'Allah Allah Azza wa Jal aurait décidé pour lui, il est peu probable que cette personne soit en surpoids, qu'elle ait des problèmes liés à son physique. Mhm. Et donc, pour l'entrepreneur, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui se lève tôt le matin, qui a fait les causes religieuses, c'est-à-dire se réveiller pour le Fajr, et qui n'oublie pas que tout vient d'Allah Azza wa Jal, mais que lui, il doit faire des causes. C'est-à-dire, comme j'ai dit, se réveiller le matin, être capable tous les jours de faire les mêmes efforts pour pouvoir arriver à un résultat. Eh bien, tu le vois sur 80 ou 90% des entrepreneurs, c'est ce qui va faire la différence. Mhm. C'est-à-dire que soit tu es capable de répéter les efforts, soit en fait ton activité va tomber. Ouais, c'est sûr, l'irrégularité que ce soit dans le sport, comme tu as dit, la nourriture, la religion, bah, finalement, tu arriveras pareil. jamais. Tu vois. Ouais, c'est Tout pareil. Et Allah Azza wa Jal met bien l'accent sur le fait qu'effectivement, il promet une récompense aux endurants. Mm. Et donc les endurants peuvent, si on fait une analogie, peuvent également être ces gens-là, je ne parle pas de l'explication religieuse, hein, je parle dans l'entrepreneuriat, sont également ces mêmes gens-là qui pourront avoir la réussite dans ce bas monde parce que à un moment donné, il faut aussi comprendre, et les gens parfois ont du mal à le dissocier, c'est-à-dire qu'ils vont te dire non mais même si tu es endurant, c'est Allah qui veut. Donc en fait, si Allah il veut pas, eh ben, tu n'auras pas. Mais ce que les gens ont parfois peut-être pas compris, c'est que le fait que tu sois endurant, c'est déjà Allah. Déjà, de base. Donc le fait que tu sois capable de répéter les efforts tous les jours, de te réveiller tous les jours, d'avoir la même énergie tous les jours pour entreprendre et mettre les choses en place, c'est déjà Allah. Donc en fait, c'est déjà une réponse qu'Allah Azza wa Jal va te donner sur est-ce que tu vas avoir la subsistance qui arrive ou non. Parce que s'il ne voulait pas, tu te sentirais fatigué, tu te sentirais faible,
malades peut-être aussi, ça peut arriver, des gens qui ont des En maladies fait, qui les leur... gens sous-estiment l'effet cumulé. En fait, dans la régularité, bah, tu as tout ce que tu fais tous les jours, l'habitude que tu commences à prendre, par exemple, toutes les erreurs que tu fais de façon quotidienne, que ce soit dans le sport, dans l'argent, etc. Et l'effet cumulé, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, là, tu commences à avoir des résultats dans ce que tu fais. Et ça, en fait, la patience ou l'endurance ou la régularité, tu peux pas parler de ça pendant. Voilà, on parle en temps, c'est-à-dire en 6 mois, en 1 an. Et malheureusement, ceux qui veulent que ce soit encore une fois, que tu es religieux, sport ou business, tu peux pas avoir ça au bout d'une semaine, 2 semaines. Il faut être patient et il faut pas lâcher. Mais en finissant sur un parallèle religieux, là encore, une parole très connue, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal, Sont c'est les celles qui sont petites œuvres petites, qui mais sont plus répétées dans longues. le temps. Exactement. Tu vois, donc là encore, on a encore une notion, Ouais. et le Coran et la Sunna sont là pour nous éduquer, on a encore une notion de durée. C'est-à-dire, le one-shot, en tant que musulman, c'est pas quelque chose qui devrait, entre guillemets, Nous stimuler. voilà, nous stimuler ou nous dire c'est ce vers ça que je veux tendre. Mhm. Et aujourd'hui, et c'est un phénomène, on va dire, qui est récent, bon, ça dure depuis 2-3 ans, ce phénomène de tu vas devenir riche en une nuit. Mais on ne devrait même pas tendre vers ça, en fait, nous. Puisqu'on sait que religieusement et au niveau dunyaoui, notre succès ne peut passer que par le fait de répéter les efforts ou de répéter les actions. De faire les causes, d'être patient, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala Exactement. de nous donner. Et parfois, même quand tu demandes plusieurs fois, il ne te donne pas. Mais il te teste à ce moment-là. Est-ce que tu vas arrêter de donner ou est-ce que tu vas arrêter de demander ou est-ce que tu vas continuer à demander? Et subhanallah, en fait, pour nous, je pense que l'entrepreneur musulman, c'est simple en fait pour nous, tu vois. C'est-à-dire que si on se réveille le matin, comme tu disais, tu dis, OK, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il me demande de faire les causes. Je fais les causes. Je fais les causes halal. Tu fais les causes halal, tu demandes à Allah de te faciliter, tu patientes, tu ne peux que réussir. Non. Tu ne peux que réussir, subhanallah. Et en fait, des fois, on se prend trop la tête, tu vois. Ouais, mais est-ce que... Non, c'est pas à toi. Le résultat, c'est pas toi qui va définir le résultat. Toi, tu as juste à faire des causes. Et moi, je rajoute un peu des causes intelligentes parce qu'il y a des gens qui font des causes, mais qui ne prennent pas en compte. Voilà, tu as plein de gens qui font des erreurs bêtes, tu vois. Consulte avant de te lancer, pose des questions. Et après, à ce moment-là, tu commences à avancer petit à petit. Et c'est comme ça qu'il faut avancer, tu vois. C'est ma vision en tout cas de l'entrepreneuriat. Et enfin, le troisième point que je vais faire de façon plus courte, le professionnalisme. Ce que j'ai vu avec cette activité, c'est qu'effectivement, on avait beaucoup de personnes, et c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais du mal dans la communauté, où quand il y a un service intracommunautaire, il y a tout de suite une proximité, un truc où tu te dis ouais, Roya, ça va, tu vas bien. Et en fait, après, on s'étonne, tu vois, que la valeur perçue du service, elle soit pas jugée à sa juste valeur, Mhm. tu vois. Et donc, ok, on est des frères, et donc l'avantage, c'est que tu peux commencer une conversation par salam alaikum, que tu peux dire jazakallah khair pour dire merci. Il y a plein de petits avantages comme ça, mais ça n'en reste pas moins des clients, ou ça n'en reste pas moins des frères, entre guillemets, qui ont besoin de ce service-là. Mais c'est pour ça qu'ils te contactent. Ils ne sont pas venus chercher des amis, ils ne sont pas venus chercher des... Oui, tu vois, le côté professionnel, effectivement, qui se mélange et après, du coup, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Exactement. Donc, il faut savoir également, dans le côté professionnel, livrer ce pourquoi tu as donné, entre guillemets, ton service ou ton offre, et être capable de pouvoir accepter, on va dire, que c'est des gens qui sont des clients, et tu n'as pas à rentrer dans un truc voilà, qui sort du cadre en fait, de ce qu'on attend d'une relation professionnelle, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avant ou peut-être maintenant, tu as quelqu'un, on va dire un mentor ou quelqu'un qui particulièrement qui t'a influencé dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un peut-être que tu suis est-ce que tu as quelqu'un en tête? Honnêtement, ça s'est fait au gré des différentes relations. Tu as pu être cette personne-là à certains moments sur certains sujets. Je profite de ce podcast pour te remercier de nous avoir mis la lumière à l'époque sur le projet Mousse Immobilier, parce que tu as pris un risque, entre guillemets aussi, parce que c'était un début de projet. Bon, ça faisait quelques mois qu'on lançait notre activité, mais ça reste de l'immobilier. Il y avait quand même une responsabilité derrière ce projet. Et effectivement, on l'a vu par ton intermédiaire, par l'intermédiaire d'autres personnes dont on a pu bénéficier du soutien. Et aujourd'hui, effectivement, on est capable de pouvoir proposer cette activité-là. Donc, celui qui ne remercie pas
Les gens Avec nous remercient plaisir. par là, donc je te remercie. Et donc, tu as pu être cette personne-là. Il y a eu d'autres personnes sur différents sujets. Encore Mhm. une fois, l'entrepreneuriat, c'est tellement, En c'est fait, tellement vaste. tu te nourris de tout. Exactement. Tu te nourris, par exemple, je sais pas moi, chauffeur de taxi, tu te nourris je sais pas moi, il y a pas mal de, c'est ça, on se nourrit de pas mal de gens, que ce soit intellectuel, que ce soit sportif, que ce soit, Exactement. c'est ça Et qui donc, est, en fait, chaque discussion avec des entrepreneurs, avec des étudiants en sciences, avec des mashayikh, avec tous ces interlocuteurs-là font que j'ai pu construire, on va dire, ce que je voulais refléter comme image d'entrepreneur musulman à titre personnel. Après, évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. On essaye au fur et à mesure de l'activité de... Et d'ailleurs, on va finir avec cette partie. C'est quoi la vision de Muslim Immobilier maintenant? C'est quoi la prochaine étape? Maintenant que ça fait 3 4 ans que tu proposes, on va dire, des offres qui sont maintenant assez connues, on va dire, même s'il y a encore pas mal de chemin, je pense, à faire dans ces pays-là. C'est quoi la vision de Muslim? Comment tu te vois dans les 10 ans? Pour la prochaine vidéo dans 10 ans, Inch'Allah. Ou moi, Déjà, avant, on j'espère. essaie dans 5 ans déjà. 5 ans, Inch'Allah. Elle est double. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vision Muslim Immobilier, puis il y a une vision d'un autre projet dont on va parler. Ok. La première vision de Muslim Immobilier, c'est de faire en sorte de continuer le développement dans ces différents pays-là, de s'installer comme étant, de confirmer cette place de référence de l'immobilier, dans l'immobilier respectueux des règles religieuses. Et donc ça passe par du recrutement, du scaling, le fait de faire en sorte que notre offre soit connue, comme tu le dis, de plus en plus de personnes, d'avoir de plus en plus de clients / de frères que l'on aide à pouvoir acquérir un bien sans passer par la case crédit avec intérêt usuraire. Ça passe également par le fait de continuer dans ce rôle-là, peut-être avec les institutions locales, peut-être dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, essayer de trouver des partenariats, peut-être avec l'État directement, pour permettre des initiatives qui permettraient aux gens de pouvoir se positionner directement, peut-être avec une caution de l'État, etc. Donc, on est en train d'essayer d'avancer dans ce chemin-là. Donc, ça, c'est la partie Muslim Immobilier. Et puis, moi, il y a une partie à titre personnel sur laquelle je suis en train de vraiment travailler. On a eu l'occasion d'en discuter un certain nombre de fois. Je m'apprête à lancer, du coup, la première chaîne de résidence éthique musulmane. Donc, c'est même avant la vidéo d'il y a 4 ans, c'était déjà la suite de mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, T'avais déjà cette vision. j'avais déjà cette vision-là. Je savais qu'en rentrant en fait un pied dans le monde de l'immobilier sans riba, la next step, c'était d'avoir les résidences éthiques que j'imaginais être le rêve, entre guillemets, de tout musulman qui a envie d'évoluer dans son chez-soi de la meilleure des façons. Et le gros avantage, en ayant commencé mon parcours d'immobilier aux Émirats, c'est qu'on est en avance au niveau du service sur un certain nombre de choses. Et donc, beaucoup de points que j'ai pu voir ici, en simplement les dupliquant dans d'autres endroits, vont être perçus comme étant des grosses valeurs ajoutées. Et donc, on va construire les résidences de demain qui sont totalement orientées sur le service, sur le fait d'enlever un certain nombre de points de douleur des familles musulmanes au quotidien, que ce soit le fait de garder gratuitement les enfants pour les résidents, que ce soit le fait d'avoir des chefs privés dans les résidences qui peuvent faire à manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au coût de revient, c'est-à-dire à ce que coûte la nourriture. Vous allez pouvoir avoir cette nourriture directement chez vous, donc il n'y a pas besoin de... Tu disais le terme éthique, c'est quoi la particularité C'est toute la partie qui est liée aux commodités qu'il va y avoir dans ces résidences-là. Donc on aura des salles de sport qui seront séparées pour les hommes et les femmes, on aura des piscines qui seront soit séparées pour les hommes et les femmes, soit qui seront privatives directement. On aura le adhan intégré directement dans les appartements. Comme dans certains hôtels, comme dans certains hôtels de Mecca. On aura des rappels islamiques dans les couloirs des différents appartements ou maisons que l'on va mettre en place. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, entre guillemets, notre Muslim Land. Et là, tu en parles, c'est quelque chose qui est encore à l'étape de l'idée. Est-ce que c'est à quel niveau Non, alhamdoulilah, on est à l'étape du concret. On a déjà 3 pays validés. Donc on a une résidence qui devrait arriver d'ici octobre-novembre à Marrakech. Ah, mashallah. Donc des appartements et des maisons. On a des appartements qui devraient arriver à Dubaï également. On a des appartements et peut-être des maisons prévues au Sénégal. Et on est en train de discuter avec un promoteur pour l'Algérie pour essayer de faire ce projet-là en Algérie. Et l'idée, c'est, comme je te le dis, d'essayer de construire les résidences de demain. Et là encore,
On a parlé des 3 premiers projets que j'ai lancés, qui étaient des projets qui n'existaient pas avant. Et je suis persuadé que le marché du développement immobilier éthique musulman, on en parle aujourd'hui, on peut prendre la date, je ne sais pas on est quel jour, mais on est fin juin 2025. Je suis persuadé que dans 5 ans, beaucoup de promoteurs auront pris le pli parce que en fait, on est un marché à part entière. Et il faut qu'on arrête de se sentir, on parlait du syndrome de l'imposteur au début, qu'on arrête de se sentir moins légitime que d'autres à avoir nos trucs à nous. Totalement. De toute façon, si nous-mêmes, nous on le fait pas, si les gens de la communauté ne le font pas ce genre de projet, c'est soit d'autres personnes qui le font, soit personne. Donc du coup, c'est très bien que tu le fasses et on a hâte de voir les premiers plans, en tout cas les premières maisons, Inch'Allah. Je pense que ça va être vraiment intéresser pas mal de personnes, étant potentiellement un client de ce genre de résidence. On va finir avec un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur un projet entrepreneurial. Un conseil à un frère, à une sœur qui souhaite se lancer dans un projet entrepreneurial. Qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà, la personne, elle hésite, elle a des idées dans la tête, mais pour X ou Y raison, elle ne veut pas se lancer ou elle ne peut pas se lancer. Quel conseil tu lui donnerais? Avant de donner mon conseil, je vais déconstruire une idée. Ok. L'argent que le salarié gagne n'est pas lié à son contrat de travail. Je vais répéter. C'est pas parce que tu as un CDI ou un CDD que tous les mois, il y a de l'argent qui tombe sur ton compte. Cette subsistance-là a déjà été prévue par ton seigneur. Et donc, je pense que toute personne normalement constituée se dirait, si cet argent-là, il a déjà été prévu, autant que j'essaye de faire dans la mesure du possible les efforts ou les causes pour que je sois le plus libre possible de le gagner. Et dans le cadre de toute la discussion qu'on vient d'avoir, et notamment dans la volonté de beaucoup de familles musulmanes de faire la hijra, autant essayer très rapidement de devenir quelqu'un d'indépendant et de libre financièrement par l'intermédiaire d'une subsistance qui t'a déjà été prévue, que de continuer de penser que le virement que tu reçois à chaque fin de mois ou chaque début de mois est lié au fait que tu as fait une cause d'entrer dans une société quelconque et que c'est cette cause-là qui fait que ton argent tombe. Non, l'argent va tomber. Et il va tomber d'autant plus avec des causes légiférées dont on a parlé, comme le fait de faire la hijra, comme le fait de te marier, comme le fait d'avoir des enfants, comme le fait de multiplier les hajj et les umrah. Tu vas avoir de plus en plus de subsistance par ces causes-là. Donc, plutôt que de se concentrer à essayer de garder une sécurité illusoire ou une zone de confort qui, d'après toi, te met à l'aise, mais qui, pour le coup, ne va pas te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs à court, moyen et long terme, alors il est préférable dès maintenant d'essayer de se former, d'essayer d'avoir une vision à 3 ou à 5 ans pour essayer de se dire, OK, là aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Je suis salarié, c'est difficile pour moi de pouvoir faire la hijra aujourd'hui. Dans 3 ans ou dans 2 ans, il faut que je sois capable, avec les actions du quotidien, et on a parlé de l'endurance dans ce podcast, avec mes actions du quotidien, de pouvoir partir d'ici 3-5 ans. Et ça passera que par des efforts de tous les jours. Et également, on en a parlé, des causes religieuses, que ce soit le qiyam, que ce soit le siyam avec les doigts du voyageur, les doigts du jeûneur. Ça passe par tout ça pour essayer d'atteindre ces objectifs mondains et religieux, évidemment. Barakallahu fik. Merci Barakallahu fik d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi d'avoir donné pas mal de valeur et surtout on est revenu sur vraiment ton parcours. Je pense que ça va inspirer plus d'un. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir d'autres témoignages de ce genre. On se dit à bientôt, Inch'Allah, dans 5 ans ou peut-être beaucoup moins. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah.